Si les bombes continuent de tomber, envisagerez-vous des sanctions supplémentaires envers la Russie? Ou que ferez-vous si le président Poutine... Je préfère attendre une semaine avant de répondre, le temps de voir si nous pouvons conclure un accord. Inutile d'y répondre maintenant, mais je ne serai pas content, disons-le ainsi. Des choses vont se passer. Poutine vient de recevoir un ultimatum. Après des mois de bombardements incessants sur Kiev, la capitale de l'Ukraine, Trump a finalement perdu patience. Si les attaques ne cessent pas immédiatement, des choses se passeront, a déclaré le président américain. Et ces choses ne plairont pas à Poutine. La menace ne pourrait pas être plus claire ou plus dangereuse. Alors que les missiles russes continuent de pleuvoir sur les civils ukrainiens, les négociations de cessez-le-feu ont échoué. Des éclairs éblouissants et des détonations secouent Kiev la nuit. Alors que les missiles et les drones russes pleuvent pendant des heures. Pour certains, cela signifiait une autre nuit à se réfugier sur le sol froid et dur d'une station de métro. Mais de nombreux Ukrainiens disent que l'attaque est arrivée trop rapidement pour qu'ils puissent se réfugier sous terre. Pour la première fois depuis la guerre froide, nous sommes au bord d'une confrontation directe entre les deux plus grandes puissances nucléaires de la planète. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé Trump à enfin mettre le pied à l'étrier? Et pourquoi Poutine, malgré les efforts pour négocier un accord, semble déterminé à continuer d'attaquer? La réponse révèle un jeu de pouvoir beaucoup plus complexe et risqué que la plupart ne l'imaginent. Comprendons ce qui est vraiment en jeu à ce moment crucial de la guerre en Ukraine. Parfois, cela ne semble pas être le cas, mais cette guerre s'est prolongée pendant plus de 3 ans. Durant cette période, plusieurs négociations ont été tentées, toutes infructueuses. La première a eu lieu au début du conflit, en février et mars 2022, avec des réunions en Biélorussie et en Turquie. À ce moment-là, les délégations russes et ukrainiennes ont esquissé quelques termes préliminaires d'un accord à Istanbul. L'Ukraine pourrait adopter une neutralité permanente en échange de garanties de sécurité, et la Russie a promis de réduire les opérations autour de Kiev. Cependant, ces avancées ont été rapidement enterrées après la découverte de massacres à Bucha, et dans d'autres villes, où des centaines de civils ont été exécutés par les forces russes. Face à ces atrocités, le président Zelensky a durci sa position, et les pourparlers ont pris fin. Au cours des 2 années suivantes, la ligne de front s'est solidifiée, la Russie occupant environ 20% du territoire ukrainien. L'impasse a continué malgré les initiatives diplomatiques de tiers, comme la mission de paix africaine en juin 2023 et la réunion à Jeddah, en Arabie Saoudite, en août de la même année. Les deux ont échoué à rapprocher les Ukrainiens et les Russes. Mais l'élection de Donald Trump en novembre dernier a radicalement changé la dynamique. Tout au long de sa campagne, Trump a promis de mettre fin à la guerre en 24 heures, s'il était élu. Si j'étais président et je dis cela, je mettrais fin à cette guerre en une journée. Cela prendra 24 heures. Je connais bien Zelensky, je connais bien Poutine. Je mettrai fin à cela en 20 jours. 4 heures. Vous pouvez rompre ce contrat. 100%. Ce serait facile. Ce contrat serait facile. De nombreux analystes ont douté de cette affirmation, la considérant comme une autre promesse de campagne. Cependant, juste après avoir pris ses fonctions en janvier de cette année, Trump a surpris tout le monde en lançant une offensive diplomatique agressive. En février, il a eu son premier appel direct avec Poutine. Lors de cet échange, ils ont accepté d'entamer des pourparlers sur un possible accord au sujet de l'Ukraine. Seulement 6 jours après, des représentants américains et russes se sont réunis à Riyad, en Arabie Saoudite. Mais cette réunion a laissé beaucoup de gens surpris, principalement parce que l'Ukraine n'était pas invitée. L'exclusion de l'Ukraine a suscité de vives critiques de la part de Zelensky. Il a dit « Personne ne devrait décider quoi que ce soit dans notre dos. Aucune décision concernant la fin de la guerre ne peut être prise sans l'Ukraine. L'Ukraine ne le fera jamais. » Accepter des accords conclus dans notre dos sans notre participation. Dans les jours suivants,
Trump a cherché à apaiser les tensions en accueillant des dirigeants tels qu'Emmanuel Macron de France, Sir Keir Starmer du Royaume-Uni et Zelensky à Washington. Cependant, sa rencontre avec le président ukrainien a été tendue. Selon les sources présentes, Trump était direct. Soit vous faites un accord, soit nous partons. En d'autres termes, il rendait clair que le soutien américain était conditionné à un effort concret pour la paix. Vous n'avez pas été autorisé dans ce cabinet. Nous vous avons donné, à travers ce stupide... Président, 350 milliards de dollars. Nous Vous avons donné. Du matériel militaire, et vous? Les hommes sont courageux. Pour équilibrer la situation, les dirigeants européens réunis à Londres ont publié une déclaration commune, soulignant l'absence de discussion sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Ils ont également profité de l'occasion pour renforcer leur soutien total à l'Ukraine. Mais la véritable percée a survenu à la mi-mars. Des représentants des États-Unis ont rencontré des négociateurs ukrainiens à Jeddah, et sous l'encouragement américain, l'Ukraine s'est déclarée prête à accepter un cessez-le-feu immédiat de 30 jours, sans condition préalable, à condition que la Russie fasse de même simultanément. Cette offre représentait une concession significative de la part des Ukrainiens, qui jusqu'alors exigèrent le retrait russe avant tout cessez-le-feu. En signe de bonne foi, les Américains ont accepté de reprendre la fourniture d'armes et le partage de renseignements avec l'Ukraine, une aide que Trump avait suspendue lorsque les pourparlers avec la Russie ont commencé. À l'époque, le secrétaire d'État américain a même déclaré que la balle est maintenant dans le camp de la Russie. Et qu'a fait Poutine ? 2 jours plus tard, il a répondu publiquement à la proposition. Il a dit que l'idée d'un cessez-le-feu de 30 jours était correcte en principe, et que la Russie était en faveur, mais a ajouté qu'il y avait des nuances et des problèmes à discuter avant de parvenir à un accord. Cette réponse vague a clairement montré que Poutine n'était toujours pas prêt à accepter pleinement la trêve. Dans les semaines qui ont suivi, les diplomates russes ont exprimé plusieurs autres requêtes. Ils ont demandé des garanties que les groupes extrémistes ukrainiens respecteraient l'ordre de cessez-le-feu, suggéré une suspension temporaire des attaques ukrainiennes sur les installations énergétiques, et se sont opposés à l'idée que des casques bleus internationaux surveillaient la trêve. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, les forces russes ne montraient aucun signe de réduction de leur opération. Au contraire, ils ont intensifié les attaques. Le ministère ukrainien de la Défense a enregistré un peu plus de 4200 confrontations en mars de cette année, une augmentation considérable par rapport aux 3200 de février. L'armée de l'air russe a aussi largement accru l'usage de bombes guidées. Plus de 10 500 bombes planantes ont été larguées rien qu'au premier trimestre de 2025. Peu de temps après, dans un mouvement surprenant, Poutine a annoncé une trêve unilatérale de Pâques de 30 heures en avril, face à la frustration croissante due à l'absence de progrès. L'Ukraine a réagi avec une méfiance justifiée. Peu après l'annonce, des sirènes ont retenti à Kiev, indiquant des raids aériens en cours. Zelensky a saisi l'occasion pour accuser Poutine de jouer avec des vies humaines. Et cela nous ramène à la menace de Trump. Après des semaines d'efforts diplomatiques sans résultat concret, la patience du président américain semble s'être épuisée. Mais quels sont ces éléments dont Trump a parlé ? Eh bien, les analystes évoquent plusieurs possibilités. Le plus évident serait une augmentation significative du soutien militaire à l'Ukraine, y compris l'approbation de l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles en Russie. Une autre option serait la mise en œuvre de sanctions, encore plus sévères, pouvant inclure un embargo total sur le pétrole russe. Trump a même suggéré dans des interviews qu'il envisage d'imposer un tarif entre 25 et 50% sur le pétrole russe, en plus de sanctionner les entreprises qui l'achètent. Mais peut-être l'interprétation la plus déconcertante de la menace de Trump est la possibilité d'une implication militaire directe des États-Unis, pas nécessairement avec des troupes au sol, mais éventuellement avec la fourniture de défense aérienne opérée par des contractants américains, ou même des attaques cybernétiques contre l'infrastructure russe. Mais la grande question maintenant est pourquoi Poutine continue-t-il de résister à un cessez-le-feu malgré toutes ses tentatives ? Divers experts et autorités ont débattu de cette question, et leurs explications aboutissent souvent à des points communs.
Premièrement, Poutine a de grandes ambitions et ne montre aucun intérêt pour une véritable paix. Il a lancé l'invasion avec des ambitions grandioses, essentiellement pour subjuguer l'Ukraine et la ramener dans l'orbite russe. Ses objectifs n'ont pas changé. Les Russes ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne cherchent pas une simple trêve temporaire, mais un accord de paix complet, qui aborde les causes profondes du conflit. En termes pratiques, cela signifie que Poutine veut des garanties de la neutralité permanente de l'Ukraine. En d'autres termes, il veut que l'OTAN se retire complètement de l'Ukraine. De plus, ils exigent une réduction significative des forces armées de l'Ukraine, et même un changement de gouvernement à Kiev par le biais d'élections. Comme vous pouvez l'imaginer, ces nouvelles élections amèneraient probablement des dirigeants plus alignés avec Poutine. Enfin, ils exigent la reconnaissance des annexions russes, y compris la Crimée et les 4 provinces prises en 2022 comme faisant partie de la Russie. Ces conditions sont pratiquement impossibles à accepter pour tout gouvernement ukrainien, car elles équivalent à une capitulation. Poutine n'offre aucune concession de sa part, il insiste seulement sur la reddition de plus de territoires ukrainiens, la fin de toute aide militaire occidentale à Kiev et la démilitarisation totale de l'Ukraine. En pratique, les exigences de Poutine laisseraient l'Ukraine partitionnée, isolée, désarmée et sans défense contre de futures agressions. Deuxièmement, Poutine croit que le temps joue en sa faveur et que la Russie gagne progressivement du terrain. Ces derniers mois, les troupes russes ont réalisé des gains significatifs, tandis que la contre-offensive ukrainienne à Koursk a été abandonnée. En conséquence, il y a une perception en Russie que l'Ukraine ne durera pas beaucoup plus longtemps. Donc, arrêter la campagne maintenant serait perçu comme renoncer à une victoire inévitable. Poutine cite souvent des leçons historiques, disant que la Russie était à quelques mois de gagner la Première Guerre mondiale avant que les bolcheviks ne signent une paix défavorable. Par conséquent, il propose de ne pas répéter cette erreur et d'aller jusqu'au bout cette fois-ci. Les services de renseignement américains estiment que Poutine semble déterminé et prêt à payer un très haut prix pour gagner, voyant cette guerre comme un moment décisif dans la compétition stratégique contre les États-Unis et comme une partie fondamentale de son héritage dans l'histoire. En d'autres termes, pour Poutine, c'est une guerre qui affecte à la fois l'existence de la Russie et sa propre réputation historique, réduisant sa volonté de faire des concessions. Troisièmement, Poutine voit les conditions internationales comme étant plus favorables à la Russie maintenant. Le changement de gouvernement aux États-Unis a considérablement modifié ses calculs. Sous Joe Biden, les États-Unis ont adopté une posture de soutien total à l'Ukraine et d'isolement de la Russie. Sous Trump, la relation a complètement changé, se montrant plus favorable au point de vue russe. Et Poutine semble avoir déjà réalisé cela. Beaucoup pensent qu'il a l'intention de faire juste assez d'efforts pour conclure un accord avec l'Ukraine, simplement assez pour garder Trump intéressé et croyant en l'engagement de la Russie dans les négociations. Pendant ce temps, le leader russe gagne du temps pour chercher plus de gains sur le champ de bataille. Quatrièmement, Poutine semble adopter un double jeu. Au lieu de simplement refuser les propositions de cessez-le-feu, il feint l'intérêt et l'ouverture au dialogue. En pratique, il accepte de parler de paix, uniquement pour créer une liste interminable de conditions impossibles à remplir. Les obstacles sont si nombreux qu'ils rendent tout accord irréalisable. Vous voulez un exemple ? Lorsque l'Ukraine a accepté la trêve de 30 jours, la Russie a immédiatement souligné qu'il faudrait clarifier les détails et a suggéré des conditions supplémentaires. Le gouvernement russe a également exprimé des doutes sur la capacité de Zelensky à contrôler toutes les forces ukrainiennes, insinuant que les unités nationalistes n'obéiraient pas à un ordre de cessez-le-feu. En mars, Poutine est allé plus loin et a suggéré que l'Ukraine soit placée sous administration externe, faisant référence à l'Organisation des Nations Unies pour mener de nouvelles élections. Pour ceux qui sont dans le savoir, il voulait enlever l'autorité de Zelensky, même temporairement. Cette idée c'était si extrême que même Trump a dit qu'il était très irrité par Poutine pour l'avoir évoquée, la voyant comme une tentative de saboter les pourparlers. Enfin, Poutine attend des divisions à l'ouest et une lassitude de la guerre. Il a calculé que prolonger le conflit pourrait provoquer des fissures politiques en Europe et aux États-Unis,
surtout après que Trump a pris le pouvoir. Poutine pourrait également compter sur les prochaines élections ou changements de gouvernement dans des pays européens clés, amenant des dirigeants plus sympathiques à la Russie ou moins disposés à financer l'Ukraine indéfiniment. En résumé, Poutine croit qu'il peut surpasser l'Occident. Et c'est dans ce contexte que nous devrions comprendre la menace de Trump. Cela marque un tournant majeur dans la stratégie des États-Unis. Après des mois d'essais de diplomatie et de concessions, Trump semble maintenant prêt à adopter une position plus ferme. Ce changement montre également que Trump devient impatient face à ce qu'il considère comme les tactiques de Poutine pour gagner du temps. Le gouvernement américain a déjà prévenu qu'il pourrait abandonner les pourparlers de paix dans les prochains jours s'il ne perçoit pas que la Russie est sérieuse. La question est maintenant de savoir si Poutine prendra la menace de Trump au sérieux. Le leader russe a déjà vu des présidents américains tracer des lignes rouges auparavant. Comme lorsque Barack Obama a averti de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie en 2013, pour se retirer quand la limite avait été dépassée. Poutine peut penser que Trump ne donnera pas suite à ces menaces. Cependant, Poutine ferait une erreur en sous-estimant la détermination de Trump. Contrairement à ses prédécesseurs, Trump a un historique d'action imprévisible et souvent unilatérale en matière de politique étrangère. Il a montré une volonté d'utiliser la force militaire, comme dans les attaques de missiles sur la Syrie en 2017 et 2018, et dans l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani en 2020. De plus, Trump fait face à une pression croissante à la maison. Les critiques républicains sont de plus en plus frustrés par le manque de progrès dans les négociations. Les alliés européens sont également à bout de patience. Les dirigeants européens accusent Poutine de feindre l'intérêt et d'utiliser des tactiques dilatoires, exigeant que la Russie cesse de trouver des excuses et commence véritablement à mettre fin à la guerre. Certains pays européens ont déjà déclaré qu'ils formeraient un groupe pour continuer à fournir des armes et une assistance à l'Ukraine, même si les États-Unis décident de ne pas participer. Mais que nous réservent les prochains jours et semaines ? Eh bien, le scénario le plus probable est la continuation de l'impasse, du moins à court terme. La méfiance est énorme des deux côtés, et les précédentes violations du cessez-le-feu enseignent que les pauses avec Poutine peuvent seulement servir à se réarmer. Un habitant de Kiev, interrogé sur l'espoir d'un cessez-le-feu proposé, a résumé le sentiment de nombreux Ukrainiens. Cet homme, faisant référence à Poutine, est incapable de respecter un quelconque accord. Il ne sait pas comment faire. En fin de compte, la guerre en Ukraine reste un test de volonté. Entre Poutine et Zelensky, entre la Russie et l'Occident, entre l'autoritarisme et la démocratie. La menace de Trump ajoute un nouvel élément à cette équation, mais il reste à voir si cela sera suffisant pour changer fondamentalement la dynamique du conflit. Et vous, que pensez-vous qu'il va se passer ? Poutine cédera-t-il aux pressions ? Trump devra-t-il concrétiser sa menace ? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses sur ce sujet. À la prochaine fois.